Vous avez été l'un des orateurs des Insoumis sur la loi agriculture et alimentation dont les débats se poursuivent. Avant de parler du bien-être animal sur lequel on vous a fortement entendu dimanche notamment, un mot sur le vote de la nuit, l'interdiction du glyphosate qui ne sera pas inscrite dans la loi. Je pense que c'est une même logique, c'est-à-dire qu'on fait une loi à minima et on met pas grand-chose à l'intérieur. Donc on a eu des longs états généraux de l'alimentation qui ont duré pendant des mois et des mois. On a un peu réuni tous les acteurs, les distributeurs, les industriels, les agriculteurs, et potentiellement tout le monde pensait que ça pouvait donner quelque chose. Il y avait un niveau d'engagement qui était supérieur à l'intérieur des réunions de ces états généraux que le contenu de la loi. Donc la loi est très 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 en deçà. Donc je lis, vous parliez du bien-être animal, pour moi je lis le glyphosate et le bien-être animal. C'est-à-dire quelle orientation, quel cap on donne à notre agriculture. Et là il n'y a pas de cap. Il n'y a pas d'orientation qui est donnée. Or, c'était quand même une demande. Moi, je me souviens de Bruno Dufayet, le président de la Fédération nationale bovine, qui disait est-ce que vous voulez des fermes comme en Nouvelle-Zélande avec 25 000 hectares? Si vous savez que vous voulez, dites-le nous, on le fera. Est-ce que vous voulez des fermes familiales? Si c'est ça que vous voulez, on le fera. Est-ce que vous voulez du bien-être animal et assorti des pesticides? Si c'est ça que vous voulez, on le fera. Mais dites-nous ce que vous voulez et donnez-nous-en les moyens. Quand on voit que dans le même temps où se déroule là, à l'Assemblée nationale, des débats où on prétend faire monter en gamme l'agriculture française et ainsi de suite, et dans le même temps, on a fait le CETA, on signe les accords avec le Mexique, importation de 20 000 tonnes de viande bovine. Et on se prépare à signer les accords sur le Mercosur avec à nouveau des dizaines de milliers de viandes bovines qui vont être importées. Il est évident qu'on ne peut pas faire monter en gamme l'agriculture française dans ce contexte-là. Les agriculteurs ont raison de dire mais on ne va pas être compétitifs. Et c'est vrai qu'ils ne seront pas compétitifs. Donc il faut réguler la mondialisation du point de vue agricole. Il faut une exception agriculturelle comme on a eu une exception culturelle française. Et pour moi, l'un des moments marquants des débats qui se sont déroulés ce week-end, parce qu'on y a été samedi, on y a été dimanche, c'est tous les jours, jusqu'à 2h du matin, c'est vachement chouette comme ça. Mais l'un des moments marquants, c'est la droite et nous-mêmes, on demande au ministre de l'Agriculture, mais est-ce que vous pouvez nous garantir que sur les 90 000 tonnes environ qui vont être importées de viande bovine d'Argentine, du Brésil, des pays sud-américains, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'elles ne seront pas nourries avec des farines animales, ce qui est interdit en France? Absolument aucune garantie du ministre. Le ministre fait silence. On lui repose la question, silence. On lui repose la question, silence. Et puis on a le rapporteur qui dit mais comment vous voulez qu'on aille contrôler là-bas? C'est bien trop compliqué, puis tout ça. Donc voilà le cadre dans lequel on se pose. C'est-à-dire qu'on prétend en France faire monter en gamme l'agriculture, mais en continuant à l'ouvrir à tout vent et à faire que on va avoir possiblement l'importation de vaches, de bœufs produits nourris aux farines animales, dopés aux antibiotiques et ainsi de suite, quoi. Dimanche, depuis la tribune de l'Assemblée, vous avez livré un plaidoyer passionné pour les poules, les vaches et les cochons. Pourquoi cette implication particulière sur le sujet du bien-être animal, François Ruffin? Moi, je pense qu'il y a un continuum. Je n'oppose pas les hommes, les bêtes et la nature. Au contraire, je pense qu'on est dans une économie qui, depuis le 19e siècle, maltraite la nature, les forêts, les océans et ainsi de suite. Et dont on voit aujourd'hui les limites avec la chute vertigineuse de ce qui se passe sur les oiseaux, sur les insectes et tout ça. On a la même économie qui, dans les filières de l'agroalimentaire, depuis l'après-guerre, a construit un système qui fait que les poules, les vaches, les cochons et ainsi de suite ne sont plus considérés comme des animaux mais comme des choses. On parle de minerais dans ces filières-là. Et voilà. Et oui, pour la viande qui sert à la fabrication de c'est quand même très produits cuisinés. Et en fait, je pense qu'il y a un paradoxe dans notre société, c'est que d'un côté, il y a une sensibilité qui croît à l'égard des animaux, et de l'autre côté, une maltraitance dont je tiens à dire qu'elle ne relève pas des individus. C'est pour ça que je suis contre le texte, sur ce volet du texte, parce que c'est comme si c'était des agriculteurs, des bouchers qui renforcent les sanctions sur la maltraitance animale. C'était des individus qui étaient maltraitants, alors que c'est le système qui est maltraitant. Vous êtes plutôt contre les vidéos aussi dans les abattoirs? Je suis réservé. Parce que vous pensez qu'il y a un risque de flicage des salariés? Je crains ça. Je crains ça. Maintenant, j'ai pas une grande position sur la question. En revanche, c'est comment on transforme ce système-là, comment on sort les poules des cages. Comment on fait pour que il n'y ait pas les queues systématiquement coupées pour les cochons? Comment on fait pour qu'ils ne vivent pas dans des univers qui sont quand même de fer et de béton, mais qui puissent avoir accès à la pâture? Et moi, j'ai vu des agriculteurs qui font l'effort de mener une autre agriculture. Je citais Bruno Dufayet tout à l'heure, qui mettent leurs vaches en pâture et tout ça. Maintenant, il faut que ça soit valorisé. Il faut qu'on pousse les agriculteurs à aller dans cette direction-là, et qu'il y ait derrière de l'argent qui tombe pour eux aussi. Système qui a aussi permis de diminuer le coût de la nourriture. De démocratiser la consommation de la viande. Je ne nie pas du tout. Et maintenant, je pense qu'on doit passer à moins de viande, mais mieux de viande. Mieux de viande dans la qualité
de cette viande elle-même, dans la manière dont elle est produite également, et dans le bien-être animal, dans la manière dont elle est produite, parce que cette économie que je décrivais, elle maltraite la nature, elle maltraite les animaux, mais derrière, elle maltraite aussi les hommes, et en particulier les hommes des filières de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, les paysans ne sont pas bien traités par cette industrie-là, par Bigard, par exemple. On a eu des auditions en commission, ils sont maltraités, mais aussi les salariés, qui ne cessent d'avoir des troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils doivent décrocher 3000 poulets par jour, et ainsi de suite. Donc on a une maltraitance généralisée. Vous voyez, moi, ça m'était apparu de manière criante au moment de la première faillite de Doux. Parce que on avait là un système qui rendait tout le monde malheureux. Moi, je vais à l'entrée de l'usine Doux, dans le Pas-de-Calais, poser la question du bonheur aux salariés. Mes salariés me disent mais non, on n'est pas heureux. En plus, on fait des cauchemars à la nuit parce qu'on rêve de ces poulets. On se dit mais c'est pas possible de faire autant de mal que ça. Et donc bon, je pose la question aux agriculteurs, est-ce que vous êtes heureux du bonheur dans des éleveurs? Il n'y a pas de bonheur. Mais et pourtant, ce système qui s'écroule avec Doux, plutôt que de se demander comment on va le transformer, qu'est-ce qu'on va en faire d'autre, comment on va apporter du bonheur à toute la filière, le seul perspective qu'on a, c'est de le prolonger. Et moi, j'ai autre chose à proposer que le simple prolongement. C'est comme puisqu'on est dans le domaine des poulets, on a l'impression d'une poule à qui on a coupé la tête et qui continue de courir. Pour moi, le vieux monde continue de courir alors que sa tête est coupée. Vous mangez de la viande, François Ruffin. Oui. Vous continuez. Et pour moi, ça n'est pas contradictoire. Je veux dire, je ne rêve pas d'un monde où on cesse de manger de la viande et où on cesse de tuer les bêtes. Moi, la personne qui me porte, c'est Jocelyne Porcher, qui est l'auteur de bouquins sur l'agriculture, qui est une sociologue, et qui demande, et je demande, qu'on vive avec les bêtes. Il faut vivre avec les bêtes comme on l'a fait pendant très longtemps, mais qu'on vive pas avec des choses, qu'on les traite pas en choses et en numéros. Voilà. Vous êtes carnivore, omnivore, avez-vous dit, ce qui fait que vous faites engueuler sur les réseaux sociaux par les insoumis antispécistes. Certains vous ont dit, si vous voulez vraiment manger de la viande, bouffez plutôt le ministre Stéphane Travert. Quand on prend des positions, on ne satisfait pas tout le monde, mais je les prends. Bon, où en est le mouvement social à vos yeux, François Ruffin? La marée populaire de samedi a rassemblé un peu moins de monde, semble-t-il, que la fête à Macron dont vous étiez l'initiateur le 5 mai. Non, on va pas faire des comparaisons entre les deux. Il y avait des manifs en province et tout ça. Il est clair que c'est pas une marée d'équinoxe. Donc voilà, c'est pas les grandes eaux qu'on pouvait espérer. Bon, et j'ai pas assez de pratique du métier pour réussir à déguiser. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Moi, je regarde quels sont les acquis. Et je vois deux acquis dans cette phase. D'abord, je rappelle tout le temps que nous sommes 1 an après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Nous ne sommes que 1 an après. Et il y a déjà ça. Il a fallu attendre 4 ans sous Hollande. Donc on a déjà ça. Là, il y a des liens qui se sont tissés entre les associations, les partis, les syndicats. Les cloisons sont tombées une fois. On verra bien si elles tombent de nouvelles fois. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on a amené une forme nouvelle aux manifestations. Maintenant, ça suffit pas. Ça suffit pas. Moi, je vois un très grand fossé dans la société française entre le sentiment d'injustice qui est répandu de cette politique, avec l'exit tax d'un côté, et puis on va pas trouver d'argent pour les quartiers populaires de l'autre, pour faire bref, et ce vaste sentiment d'injustice et la faiblesse de la mobilisation. Et pour moi, c'est lié au fait que ça n'est pas aujourd'hui porté par une espérance. Maintenant, moi, mon combat, il ne se limite pas au 26 mai. C'est pas porté par une espérance, c'est-à-dire que les gens sont résignés, c'est la découragés. C'est la résignation. Je le disais pendant ma campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Je me réfère toujours à une phrase de Samuel Huntington. Donc, vous avez un auteur libéral, l'auteur du choc des civilisations. En 1975, il rédige un rapport pour la commission trilatérale, donc qui réunit les élites japonaises, américaines et européennes. Et qu'est-ce qu'il écrit dans ce rapport? J'ai le texte exact, mais grosso modo, il écrit: aujourd'hui, il y a trop de démocratie. Les peuples se prennent au sérieux. Et c'est un souci, parce que comment les élites pourraient gérer les pays avec des peuples qui prennent la démocratie au sérieux? Donc, pour que ça soit possible, pour que les élites puissent gérer tranquillement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut installer de l'apathie politique. Voilà ce qui est énoncé dans un rapport de la commission trilatérale en 1975. Eh bien, depuis, un certain nombre de mécanismes ont été mis en œuvre pour installer de l'apathie politique. Et donc, la bataille que nous avons... Pourtant, on vous entend. Oui, mais qui est une bataille de longue haleine, qui est une bataille qui prendra pas 3 mois et peut-être pas 3 ans, mais dans laquelle nous sommes engagés. Et par exemple, depuis 2005, nous avons mené des combats successifs qui marquent plutôt une marche en avant. Mais c'est un combat dans la durée de lutter contre cette apathie politique, de lutter contre la résignation. Aujourd'hui, ce qu'il y a le pire dans le cœur des gens, c'est le chômage, c'est terrible. C'est le sentiment qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur dans les salaires, certes,
Mais surtout, ce qu'il y a, c'est un vaste sentiment d'impuissance, qu'on ne peut plus rien sur nos vies, encore moins sur notre destin commun. Est-ce que ça doit déterminer une stratégie politique? Jean-Luc Mélenchon qui appelle au dialogue au sein de la mouvance progressiste, à une forme de front populaire, est-ce que c'est un tournant stratégique qui vous paraît En tout cas, il faut un bienvenu. front des gens face au front de l'argent. Ça, c'est sûr. Merci François Ruffin d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous.